14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors si je caricature un peu, la sexualité des hommes se base sur une pulsion sexuelle totalement envahissante lorsqu'ils sont jeunes et qui doucement, très doucement pour certains, va se calmer. Ainsi, l'homme sera plus capable d'écouter le désir de sa partenaire. La jeune femme, elle est dans le désir de plaire et ce désir lui permet de désirer faire l'amour. Mais ce n'est pas pareil que la pulsion puisque le désir est plus d'ordre émotionnel que physique. Et puis peu à peu, chez la jeune femme, chez la femme, le désir s'endort, notamment lorsqu'elle est devenue mère ou quand le couple s'installe durablement et qu'elle se sent tellement en sécurité auprès de son compagnon que, après tout, est-ce qu'elle a encore besoin de lui faire l'amour ? Alors évidemment, là, je décris une sexualité qui n'est pas tellement compatible entre les hommes et les femmes. Et c'est avec Vincent Hupertan, justement, qui est à la fois urologue et sexologue, qu'on va essayer de bien comprendre ce qui se passe entre la pulsion sexuelle des hommes et le désir des femmes. Il pourra également vous aider à mieux comprendre, parce qu'après tout, la question, c'est pas de savoir qui de l'un ou de l'autre a raison. Non, je crois que c'est de comprendre comment on peut s'adapter pour le bonheur de tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec MeToo qui a tendance à nous faire croire que nous sommes totalement identiques, ça jette un voile un peu trop épais à mon goût sur la sexualité. Bon, en tout cas, si vous avez envie de témoigner, de poser des questions, vous nous rejoignez en nous appelant au 0826 300 300. Vincent Hupertan, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes urologue, donc vous connaissez bien mieux les hommes a priori que les femmes, mais vous êtes également sexologue et évidemment vous recevez des couples avec leurs difficultés sexuelles. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter ou à dire par rapport à l'introduction un petit peu provocante peut-être que j'ai faite, mais tellement juste? Tout à fait, en fait. Désir, il y a le désir sexuel, mais on va au-delà. Nous tous, nous désirons quelque chose. C'est le désir, c'est un objet. Il y a l'objet du désir, donc c'est quelque chose d'autre. Donc bien sûr, il y a la sexualité, mais ça peut être plein d'autres choses, quoi. Alors la pulsion, pareil, la pulsion, elle n'est pas genrée. La pulsion, elle est humaine. Elle est humaine. D'ailleurs, c'est Freud qui, en 1905, dans les dimensions, dans le chapitre sur théorie de la sexualité humaine, il parle de pulsion pour définir les éléments clés. Vous voyez, la pulsion, elle n'est pas masculine. Elle est, voilà, il y a tous une pulsion avec un objet, avec une source et finalement avec un objet, voilà. Donc c'est très important de faire la distinction et je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la bienveillance. Il y a une espèce de permanence, on a tous des a priori. Mais vous êtes d'accord que chez l'homme, la pulsion est plus importante que chez la femme, encore une fois en général, hein, il y a toujours des exceptions, et chez la femme ça se traduit plus par du désir que par de la pulsion, l'envie de faire l'amour. Les deux, vous voyez, il y a une notion qui est la pulsion, c'est très psychanalytique, vous voyez, donc effectivement la pulsion sexuelle masculine, on s'appelle ça. C'est très physique, biologique aussi, parce que l'animal, le mâle, il est dans J'aurais plutôt tendance à parler plutôt de libido, vous voyez, donc c'est très compliqué de tous ces termes-là, donc pulsion, libido, désir, voilà, c'est effectivement, la désir, c'est une dimension émotionnelle. La libido, elle n'est pas forcément sexuelle, c'est un élan vital qui se manifeste par la sexualité, mais aussi par d'autres choses comme l'art, le sport. Tout à fait, mais très souvent, les trois notions pulsion, libido, désir, là aujourd'hui on parle de ça, ça se confond et on est dans le champ de la sexualité et que la libido c'est la faim, c'est ce besoin naturel que nous avons de consommer de la sexualité. La faim, F-A-I-M. Hein, exactement, tout à fait. Pas la faim. Tout à fait, c'est la faim, c'est un besoin qui, moi en tant qu'évolutionniste, je crois beaucoup qu'il faut comparer pour comprendre l'homme, il faut avoir une approche transversale et anthropologique, voire éthologique avec les animaux. C'est ce qui fait que c'est l'expression de notre finitude, à savoir, la vie c'est quoi ? Je transmets la vie, pour ça il faut la reproduction, donc la pulsion sexuelle, c'est comment est-ce que il y a un moteur qui me pousse en avant pour choisir, pour faire en sorte que je puisse transmettre mon ADN à la génération suivante. Mais est-ce que vous êtes d'accord que chez l'homme, ça se traduit plus par de la pulsion et que chez la femme plus par du désir, même si évidemment les hommes sont capables d'avoir du désir et les femmes sont capables d'avoir des pulsions? On peut dire tout à fait ainsi, avec tout le risque de
trop simplifié. Bien sûr, on peut. Mais oui, mais peut-être que pour comprendre, il faut d'abord expliquer simplement. Enfin, il me semble, parce que on voit aujourd'hui à quel point on ne sait plus très bien pourquoi il y a. On est perdu. Quand on voit que les jeunes ne font pratiquement, beaucoup moins l'amour, on voit bien qu'il est temps de remettre peut-être des vraies explications simples sur ce qu'est la sexualité entre nous. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on comprend ça, comment on s'adapte, comment il faut que l'homme apprenne à être plus attentif aux manifestations de désir de sa partenaire, et il faut que la femme sache que la pulsion est plus envahissante, et donc ne pas faire n'importe quoi pour allumer un homme à ses risques et périls, même si, encore une fois, on est d'accord, un homme doit savoir se comporter correctement. C'est pas parce qu'il a une pulsion sexuelle qu'il faut sauter sur tout ce qui bouge. Hein. Voilà, il y a une dimension pulsion qui est le moteur, et puis deuxièmement, il y a la dimension consciente. Hein. Un homme doit savoir maîtriser, doit avoir cette conscience pour ne pas donner suite à la pulsion, et que c'est là que les thérapies savoir freiner, savoir contrôler, et que c'est là que les thérapies en tout genre permettent, parce que on va travailler non pas sur la pulsion, parce que la pulsion on l'a subie. La pulsion, les hommes, et puis on parle, on subit. Hein. C'est un tyran, c'est Eros qui est le tyran qui nous pousse. La question, ce n'est pas de contrôler, de contrôler l'arrivée, mais quel est un jeune adolescent homme, quel est le nombre de fois où il a une pensée sexuelle quand il est jeune, je me souviens plus. Il y a les statistiques, elles valent ce qu'elles valent. C'est que notre cerveau, il est programmé pour vouloir se reproduire. Donc, les pulsions, c'est l'adolescence, c'est le cerveau qui est tout de suite baigne dans cette avalanche de testostérone partout, hein, qu'on perd les repères parce qu'on passe de l'étape de l'innocence, de l'enfance à l'adulte jeune, adolescent. Mais là, il y a une espèce de tsunami qui nous fait qu'on perd nos repères. Donc, ça peut être hyper, très désagréable, très envahissant en permanence, avec une espèce de boucle sans cesse autour de ce besoin, cette faim qui nous anime. Et chez la jeune femme, c'est souvent ce désir de plaire qui fait qu'elle s'habille, peut-être parfois même un peu de manière trop provocante. Enfin, encore une fois, on est dans la caricature pour bien expliquer ce qui se passe. Mais tout le monde, les hommes, les femmes, tout le monde aime plaire. Après, il y a une dimension, il y a toujours une connotation d'ordre qui va au-delà de plaire, tout simplement. C'est pas juste plaire sur le sens artistique, c'est plaire à l'autre en tant que la dimension de la sexualité, être attirant sexuellement. C'est quelque chose que les hommes aussi le font, parce que les hommes qui se remettent en valeur avec très musclés sur les photos, etc., très très viril, c'est aussi une dimension qui, disons-le, ça attire. Bien sûr, mais si on revient au monde animal, on voit bien aussi que le mâle va être dans un artifice, je pense par exemple à la crinière du lion ou au cerf, et quant à la femelle, c'est peut-être pour ça que c'est tellement simple chez les mammifères, c'est que la femelle, de toute façon, elle n'est prenable que quand elle peut se reproduire. Toute la difficulté finalement de l'humanité, c'est qu'on devrait faire l'amour que quand on peut avoir des enfants. Comme ça, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème, sauf que... Ce serait triste, mais... Voilà, ça serait triste, parce que l'homo sapiens a compris depuis longtemps, depuis chasseur-cueilleur, que la sexualité unit les gens. C'est qu'on voit bien ce sentiment de lien à l'autre, d'attachement extrêmement fort, qui est expliqué ensuite par le cytocine. On connaît le mécanisme derrière, mais en pratique, la sexualité chez Sapiens, c'est une sexualité de contact, voyez, pourquoi on est un des seules espèces, à mon avis, il n'y a pas d'autres espèces qui a une sexualité sans aucune reproduction, par exemple, à la ménopause. Les bonobos, je crois, peuvent un peu... Sauf que pas à la ménopause. Parce que, oui, c'est ça l'élément. Qu'est-ce qui fait que, alors qu'à la ménopause, il n'y a quasiment plus aucune possibilité de reproduire, pourquoi Sapiens, il a encore cette propension à se donner, à partager, parce que le sexe, ça unit. Cela étant dit, à l'époque, la ménopause, les femmes ne la connaissaient pas, pratiquement étaient mortes bien avant. Tout à fait, mais je veux dire, mais sur le plan, mais même... Il y a une erreur de la nature, là. Il y a une erreur, mais parce que oui, donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais la sexualité humaine n'est pas du copier-coller avec la reproduction comme chez les mammifères.
Évidemment. Bon, eh ben, on va essayer d'éclairer tout ça au cas par cas, si je puis dire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant et puis on va peut-être aussi jouer avec notre grand sapin de Noël qui vient d'être installé à Sud Radio. Malgré la décision des autorités sanitaires. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue et sexologue. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de l'Encyclopénis aux éditions Le Duc, un livre dans lequel vous expliquez bien le fonctionnement de cet organe qui se trouve entre vos jambes, messieurs, et qu'on appelle pénis. Et en fait, je commence très haut parce que je commence par la tête parce que en fait. Ça communique, vous êtes sûr que ça communique? Moi, je ne suis pas sûr que ça communique. Il y a même une autoroute. Ah oui, oui. C'est une autoroute informationnelle entre le quartier général qui est là-haut et puis... Oui, mais parfois, vous la prenez à contresens, messieurs. Parfois, parce qu'on l'a subi, ce que je disais tout à l'heure. On subit cette vitesse, cette force, cette pulsion motrice. Oui. Et oui, c'est toute la difficulté pour les hommes. Allez, Aurore, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, Aurore. Allez-y, je vous en prie. Alors moi, j'ai été mariée et 2 fois divorcée. Mariée 2 fois et 2 fois divorcée, avec 2 hommes qui étaient complètement opposés. Le premier, c'est le père de mes enfants. Une fois qu'on a eu nos enfants, il n'avait plus aucun désir. Bon. Et il n'avait c'était un devoir, voilà, tous les samedis soirs ou tous les dimanches soirs, on faisait l'amour 1 fois par semaine, avec beaucoup de plaisir chaque fois. Bon, chaque fois je me disais mais pourquoi on le fait pas plus souvent? Mais lui n'en avait pas de désir. Donc moi j'avais de moins en moins de désir pour lui en fait. Et notre histoire s'est éteinte comme ça, à force de ne plus avoir de désir l'un pour l'autre. Au bout du 10-15 ans, on a plus grand chose à partager. En même temps, une vie de couple qui dure 10-15 ans, c'est déjà bien. Aurore, surtout si ça s'est passé sans trop de conflits, de heurts. Aucun. Bon, donc voilà. Après, vous avez formé un couple pour avoir des enfants, et puis vous étiez un couple de parents, et puis tout doucement, ça s'éteint. C'est plutôt, enfin, je veux dire, c'est quand même une assez belle histoire. Et le deuxième, alors ? Alors le deuxième, lui, c'était le contraire. Tous les matins, il avait envie de faire l'amour, mais c'était une pulsion. C'était même pas une envie, c'était une pulsion. Et ça durait 2 minutes. Mais si je disais non, il était de mauvaise humeur toute la journée. Ben voyons. Voilà. Donc je m'en suis pas rendu compte au début. Je me suis dit mais pourquoi il est pas de bonne humeur aujourd'hui. Puis après j'ai fait le lien. Je me suis dit mais en fait il faut que je cède tous les matins. Donc ça prenait 2 minutes, 2-3 minutes. Après, j'étais tranquille pour la journée. Et lui, il a fait le lien à un moment donné ou pas ? Non. Puis on n'en a jamais parlé. J'ai jamais osé lui en parler. Mais j'avais déjà remarqué que si on espacait, avant qu'on vive ensemble, si on espacait nos relations, il était moins agréable. Mais comment dire, c'était... J'allais dire énervé. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose qui le contrariait, quoi. Sans même savoir quoi. Parce qu'il n'y avait pas forcément de... Et c'est intéressant, il me semble qu'on peut souligner, peut-être, Vincent Hupertan, que là, on voit bien à quel point c'est une pulsion sexuelle, certes, mais qui est quand même liée à de l'agressivité. Tout à fait. Et quand il y a la pulsion sexuelle qui est inassouvie, à ce moment-là, il y a de l'agressivité qui se met en place. Oui, parce qu'il y a un besoin moteur très important, une mesure d'une action, et que si l'action n'arrive pas à avoir la finalité et la sensation de satiété, il y a l'instabilité avec ce versant, pas forcément agression, mais ce versant qui est très instable, pas bien... tendu de l'homme qui, en fait, il n'arrive pas à trouver son équilibre psychique en l'absence de la vague orgastique. Du soulagement sexuel. Mais encore une fois, Aurore, on n'est pas de son côté, qu'on comprenne bien. De toute manière, j'en ai fait la triste expérience, puisque sur la fin de notre histoire, je me refusais à lui, et ça a fini qu'il m'a frappé, et qu'il a fallu que je parte en courant à la police pour déclarer qu'il me... j'espère. Donc, et vous avez eu raison de partir parce que c'est... Voilà. C'est ça. Et tout ça parce que je m'étais refusée à lui. Alors la première fois, et
il avait cassé les assiettes à la maison en me faisant une crise de colère. Et la deuxième fois, il a voulu moi, je suis partie en courant. Mais vous qui l'avez connu et même épousé, Aurore, d'après vous, ça vient de quoi cette brutalité animale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus chez un homme digne de ce nom. Là, on est chez une bête. Et ça vient de quoi? Ça vient d'une enfance maltraitée, d'une mauvaise éducation, d'un tempérament. Moi, je pense qu'il avait un complexe d'infériorité. Oui. Il se sentait inférieur et il avait besoin de me dominer comme ça. Bravo, ça peut être une explication. Un besoin de dominance, oui. Oui. Une fragilité dans son identité masculine et à ce moment-là, Oui. Parce que moi, j'avais fait beaucoup plus d'études que lui et il en parlait sans arrêt en disant ma femme elle est intelligente, moi je suis les jambes, lui elle c'est la tête. Enfin, il aimait bien en parler souvent et je pense qu'il en avait un vrai complexe en fait. Une mauvaise estime de soi, mais en même temps, ça le valorisait d'être avec vous, sauf qu'à un moment donné, comme il n'avait pas le pouvoir sur vous, il fallait vous agresser. Il fallait qu'il le prenne autrement, oui. Mais c'est intéressant toujours la fin, oui. C'est intéressant ce qu'est la fin, mais ce qui compte aussi, c'est le début. Comment est-ce que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre? Eh ben, moi j'étais seule, je sortais d'une rupture et il était très prévenant. Très prévenant, très flatteur, et il m'a dit ce que j'avais envie d'entendre. J'avais envie d'être choyée. Il m'a amené des bouquets de fleurs. Et il disait sans arrêt que tu es belle. Enfin, c'était c'est ce que j'avais envie d'entendre. Le grand séducteur. C'est ça. Et protecteur aussi. Protecteur aussi. Est-ce qu'il était amoureux? Je pense qu'il était amoureux. Oui, je pense qu'il était amoureux. Hein. Puisqu'il a quitté sa première femme pour moi, j'ai appris après qu'il la battait aussi. Voilà. Ouais. Donc je pense que c'est qu'il en avait perdu aussi le contrôle, je pense. Puisqu'elle, pour se protéger de lui, elle faisait dormir leur dernière fille dans leur lit. Quand même, c'est pas terrible. C'était un moyen de se protéger de lui, quoi. Ouais, mais enfin, ça c'est quand même. Et tout ça, vous l'avez découvert après, bien plus tard. J'ai découvert après, oui, bien sûr. Je pense que sinon, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de l'épouser, ne serait-ce que de l'épouser. Ben, le problème, oui, c'est que tant que vous n'étiez pas mariés, il vous séduisait parce qu'il avait envie d'arriver à vous épouser, évidemment. Les premiers mariages, c'est 15 ans, et le deuxième, ça durait combien de temps? Au bout de combien de temps, là, ça s'est terminé de manière civile? 7 ans, quand même. 7 ans, oui. Et ça a tenu combien de temps avant que vous soyez malheureuse et agressée? Ça a tenu 5 ans. En fait, il a dévoilé son visage quand on a acheté un appartement ensemble. Tant qu'il était chez moi, il était soumis. Il était bien. Et dès qu'on l'a acheté un appartement ensemble, là, il était chez lui et ça a été fini, quoi. Ben, votre témoignage, Aurore, merci, parce qu'il est très intéressant justement sur cette pulsion sexuelle qui parfois pourrait être comparée à de l'agressivité, et évidemment on n'est pas d'accord avec ça. Merci beaucoup, Aurore. Merci Brigitte, merci, au revoir. Non, merci à vous. Et puis vous l'avez vu, ce beau sapin à Sud Radio, Vincent Hupertan. Et bien justement, ce grand sapin Sud Radio, c'est maintenant, c'est le moment où je vais pouvoir ouvrir le cadeau que je vais avoir le plaisir de vous offrir, un magnifique cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors ce sera peut-être un séjour en famille au parc Futuroscope, ou bien pourquoi pas un coffret de la marque Maricor avec des produits de soins et de beauté pour être encore plus belle pour les fêtes. Enfin bref, il y a beaucoup de cadeaux, vous imaginez bien, au pied de ce grand sapin de Noël. Et pour gagner, vous nous appelez au 0826 300 300 et on va choisir le 12e appel. Allez-y, essayez de jouer. Avec Vincent Hupertan, sexologue, nous parlons des pulsions sexuelles. Quels impacts ont ces pulsions sur les relations sexuelles entre les hommes et les femmes? Vous avez envie de participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
On va parler de notre quotidien. C'est les psys qui disent ça et je suis assez d'accord. On gère notre quotidien en fonction de la manière dont on a vécu son enfance. Il y a quelque chose d'assez proche et ce point me paraît intéressant parce que ça explique pourquoi c'est parfois si compliqué de vivre ensemble lorsqu'on est de deux cultures très différentes ou d'éducation très différentes. Parce que dès l'enfance, on apprend à apprécier les petits plaisirs du quotidien ou pas. On se sent toujours dans l'obligation de faire tout ce qu'il y a à faire, certaines tâches à accomplir avant de se faire plaisir, ou au contraire, on se fait plaisir et on laisse tout traîner. La manière dont on aura été éduqué dans l'enfance, ça a son importance. Je prends un exemple très clair. Il y a des familles où on vous apprend à éteindre tout le temps la lumière dès que vous sortez d'une pièce, puis il y a des familles où on peut tout laisser allumer et que ça pose pas de problème. Et dans le couple, très vite, le quotidien va s'imposer et naturellement, on va oublier de vérifier si on est compatible dans un quotidien et quels seraient les points sur lesquels il faut vraiment s'entendre parce que justement il y a incompatibilité. Et pourtant de temps en temps ce serait important de faire le point parce que certaines manies du compagnon qui au début on va pas trop faire attention, avec le temps vont vraiment nous agacer et ça va pas permettre une sérénité, une harmonie dans le couple. Donc c'est vraiment, je crois, important de se rappeler que notre quotidien il est très ancré dans notre mémoire émotionnelle et c'est bien de faire le point. On est marqué à l'instant T, on est l'addition de tout ce que nous sommes de naissance et tout ce que nous avons appris durant notre éducation, nos enfances, etc. Et il y a toutes ces routines qu'on installe par l'éducation à la maison et puis qu'on va essayer de reproduire après. Et puis, il ne faut pas oublier la Madeleine de Proust. On a en permanence besoin de retrouver ces sensations du bonheur lorsqu'on était enfant avec toutes les tâches ménagères qui étaient ingrates à l'époque, qu'on ne comprenait pas, que finalement ça nous ramène, c'est qu'on fait ces tâches-là et en fait on va revenir 15, 20, 30, 40 ans en arrière, à un moment où ça m'arrive encore des moments, et ça c'était mon de bonheur, sauf que un couple c'est deux psychés, un couple c'est deux. Chacun a ses routines et donc il faut communiquer. Et c'est ça l'élément clé. C'est un couple qui avance, il faut respecter l'autre, il faut que ça communique pour voir où, surtout quand les routines sont contradictoires. Parce que du coup, si on ne parle pas, c'est là qu'il y a la violence. S'il n'y a pas le verbe, la parole, quand il n'y a plus de parole, il y a quoi ? Les coups. Exactement. Alors moi, je donne un petit conseil aux femmes qui nous écoutent. Si vous avez envie d'un homme qui est capable de débarrasser, de mettre la table, etc., renseignez-vous comment sa mère l'a élevé. Et comme ça, vous saurez si vous aurez affaire à un homme capable de passer l'aspirateur ou de toute façon, non, il fera rien et ce sera à vous de tout faire. Tout à fait. C'est aussi basique que ça. Et puis, cela étant, je suis sûr et certain qu'il y a quand même des hommes qui sont prêts à se remettre en question. C'est oui, juste, mais des femmes aussi d'ailleurs. Absolument, c'est des deux côtés. C'est justement, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi ? C'est que on est comme on est. Est-ce qu'on peut faire chacun la moitié du job pour être en phase, enfin, sur les différents aspects du quotidien routinier. Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Nathalie. Alors, allez-y, je vous en prie, racontez-nous ce que vous avez envie de nous dire. Oui, écoutez, sur la pulsion et le désir, il y a tellement de choses à dire. Alors, j'ai déjà eu, moi, deux longues relations. Une première avec mon mari, où j'avais une sexualité complètement appauvrie et quasiment néante. Donc, autant dire que la pulsion et le désir, ça ne faisait pas partie du programme. Par contre, l'acte sexuel était programmé. Voilà, c'était plutôt comme ça que je verbalise et que j'ai vécu cette première sexualité qui a duré quand même 18 ans. Ah oui, et programmé avec la même fréquence Ah, pas du tout. Alors, on pouvait très bien ne pas avoir de rapport pendant 3 mois. Et puis, il allait faire sa sieste et il me disait « tu me réveilles ». Donc là, je savais que c'était le moment d'y aller. Et que forcément, le désir n'y était pas, la pulsion n'y était pas. Et que des fois, ça pouvait être compliqué. C'était l'acte que devait faire la femme. Donc, ça ne nous a pas empêché quand même de faire des enfants d'amour. Parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants de lui. Donc, notre amour était détaché de la sexualité, je pense. Mais l'acte en lui-même était plutôt un calvaire qu'autre chose. D'accord. Ensuite, j'ai eu une deuxième relation qui a duré une 15aine d'années, où là, la pulsion et le désir étaient quand même là.
C'est avec cette deuxième personne que j'ai fait aussi la découverte du libertinage, où là, autant vous dire que les pulsions et le désir est encore plus décuplé, et est complètement différente que quand on est en couple, entre guillemets, classique. Donc avec le deuxième partenaire, effectivement, il y avait des pulsions, mais c'était des pulsions qui étaient, comment je pourrais dire, qui étaient vraiment, en fait, c'était des pulsions qui étaient désirées. C'est-à-dire que quand mon partenaire avait des pulsions sexuelles, ça m'excitait en fait. Donc c'était pas quelque chose que je subissais. Alors que très souvent, les pulsions, on les subit plus qu'autre chose, puisque, comme on le dit depuis le début de l'émission, c'est quelque chose d'assez bestial, d'assez violent. Donc on subit. Mais moi, ça me faisait plaisir parce que voilà, je savais que derrière cette pulsion, il n'y avait aucune agressivité, il y avait quelque chose, ou alors peut-être c'était quelque chose qui me plaisait d'être dominé aussi. Peut-être que maintenant, en discutant, ça peut être ça aussi. Et puis le désir, parce que le désir, on se désirait dans nos yeux, on se désirait dans notre corps. Le désir se nourrit, il s'entretient, il se joue. Donc ça a une notation différente. Et dans le libertinage, je le vois également que effectivement, il y a des gens qui sont pleins de pulsions et il y a des gens qui sont dans le désir. Et que du coup, tant qu'on est OK sur l'acte qu'on va faire et la façon dont on va le faire, c'est une partie de sexualité qui peut être aussi bien agréable dans la pulsion que dans le désir. Alors c'est intéressant parce que vous parlez assez bien de la différence entre la pulsion et le désir que votre compagnon vous portait. Dans le libertinage, comment vous définiriez l'homme qui vient vers vous avec une pulsion et celui qui vient vers vous avec un désir ? Celui qui vient avec une pulsion, il vient directement et on sent que c'est frontal. Et que c'est vous ou une autre, c'est pareil, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Exactement. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Mais attention, Brigitte, moi aussi, je peux être dans cette demande-là, parce qu'on parle souvent des hommes. Mais il y a des fois où je me dis, non, mais là, il faut que j'aille me faire une petite sortie. Et moi, je peux être dans la pulsion, c'est-à-dire que je peux très bien enchaîner des partenaires sans, parce que je vais être dans une pulsion sexuelle. Oui, bien sûr, parce que il y a effectivement une forme de frustration sur le fait, de ne pas avoir eu de rapport peut-être pendant, une semaine, 15 jours. Vous avez faim. Vous avez faim. Et oui, Brigitte, une grande gourmande. Et puis après, le désir peut aussi se jouer sur un homme qui vient avec un partenaire. Alors un homme qui vient vers vous avec le désir en club libertin, comment vous le repérez ? À son regard. C'est ça. Donc il vous regarde, vous, objet de son désir et non pas objet de sa pulsion. Il va regarder. Oui, c'est son visage, je pense, où là, on va voir effectivement que sur son visage, il y a quelque chose où on va être dans le jeu, on va être dans je te cherche, je t'attrape, ou je t'attraperai après peut-être. Mais voilà, il y a quand même quelque chose. Il y a une notion qui est des fois qui peut être subtile, parce qu'on peut très bien avoir un partenaire qui est dans le désir, et puis en fait après c'est très hard. C'est quelque chose aussi qui peut faire monter l'excitation. Donc, si on peut dire, c'est que la pulsion, c'est que l'homme qui vient, il va chercher la femme. Dans le désir, il vient chercher Nathalie. Alors, il va venir me chercher dans sa pulsion, pas forcément dans le désir. Tout à fait. Comme moi, des fois, je peux très bien aller dans un endroit et puis voir un homme, et puis ça va être lui. Pourquoi lui et pas un autre ? Parce que ce sera lui, peut-être parce que j'ai repéré qu'avec lui, j'aurais pas envie de faire de jeu de séduction, j'aurais pas envie de le désirer. Mais vous voyez, ça revient à ce que je disais dans l'intro, et je trouve que je vais le redire parce que je crois que c'est vraiment important. On voit bien que la pulsion, elle est de l'ordre du physique, du corps, et le désir est déjà plus de l'ordre de l'émotion. Tout à fait, c'est dans le cérébral, c'est autre chose. Alors le cérébral, c'est encore autre chose, mais... Il y a une dimension plus complexe dans le désir, il y a aussi l'émotion, il y a le corps bien sûr, mais il y a une dimension plus complexe parce qu'il y a cette dimension émotionnelle et cognitive, parce que je prends conscience du désir, c'est pas juste je le subis, je prends conscience que le désir est là. Exactement, on ne le subit pas. Le désir, on le provoque, on le nourrit. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'on peut avoir une pulsion pour n'importe qui, on n'aura pas du désir pour n'importe qui, quoi. Exactement. Chacun a des limites dans ses capacités à avoir du désir pour des femmes ou pour des hommes. Oui, tout à fait. Ah on avance bien avec vous, Nathalie, merci. C'est gentil, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, je pense qu'en plus, vous l'avez exprimé très clairement pour tout le monde. Et c'est important, parce que dans un couple, quand on est en couple, c'est important de bien comprendre la différence, parce que les hommes qui sont tout le temps dans la pulsion pour leur femme, c'est fatigant. C'est épuisant. Oui, mais
il faut leur donner envie aussi, le désir. C'est pas que les femmes. Voilà. C'est vrai que moi, mon ex-compagnon, des fois, il avait des pulsions, il rentrait du travail, il me disait, ah là, vite, je rentre, et puis voilà, je t'attrape vite fait. Mais ça, en fait, si vous voulez, je ne le subissais pas. Je me disais, je sais très bien pourquoi il le fait. Voilà, il y a effectivement il se déchargeait, donc voilà, dans tous les sens du terme. Si ça vous plaît, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est mais je comprenais bien. Il y avait une tension érotique derrière qui... Exactement. Donc quand on est d'accord effectivement tous les deux sur les pulsions que peut avoir l'un ou peut avoir l'autre, le jeu il va être ok. Moi quand donc on était libertins tous les deux, des fois il savait que je pouvais avoir une frénésie de pulsions, voilà, peut-être avec plusieurs partenaires, mais ça ne posait aucun problème parce qu'il savait que c'était une pulsion et que c'était pas quelque chose qui allait rentrer dans le quotidien et que le désir allait être avec tout le monde. Et donc ça c'est très important. Et c'est de comprendre effectivement la pulsion de l'un, la pulsion de l'autre, être d'accord sur le fait qu'au moment où il y a cette pulsion qui nous prend, tant pis s'il n'y a pas les bisous, s'il n'y a pas les caresses, s'il n'y a pas les mains dans les cheveux, s'il n'y a pas les petits péchous derrière l'oreille, c'est pas grave. C'est quelque chose surtout qu'il ne faut pas subir. C'est vrai qu'à partir du moment comme Aurore, on subit effectivement les pulsions, là ça devient un petit peu plus compliqué parce que ça peut devenir dangereux effectivement. Et le problème c'est que quand on a 20 ans, c'est compliqué de comprendre la différence. Oh, mais ça on l'apprend. Moi je n'ai découvert vraiment tout ça que quand j'ai mis un pied dans le libertinage, que j'ai vu plein de choses et que j'ai pu commencer effectivement à comprendre, parce qu'effectivement il y a une question d'éducation dont vous parliez tout à l'heure. Moi je sais qu'avec mon premier mari, la sexualité, nom de Dieu, c'était un sujet tellement tabou que presque le faire c'était difficile. Alors que moi de mon côté, la sexualité avec mes parents, c'était quelque chose de très très libéré. La parole était ouverte. Moi j'ai toujours vu ma mère faire les seins nus, j'ai toujours vu mon père à poil. Ça ne m'a pas plus dérangé que ça. C'était vraiment deux éducations complètement différentes. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai rencontré, juste pour l'anecdote, que j'ai rencontré mes beaux-parents, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans ou 19 ans, quelque chose comme ça, parce que j'ai connu mon mari très tôt. J'avais mis du vernis à ongles. Bon, voilà, j'avais mis du vernis à ongles. La première réflexion qu'a faite ma belle-mère à mon mari à ce moment-là, c'est que ça faisait pute. Voilà. Oui, parce qu'il était rouge, votre vernis, c'est pour ça. Exactement, Brigitte. Et donc, de suite, quand il m'a dit ça bien plus tard, je me suis dit, waouh, ça a été hyper violent parce que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Moi, c'était histoire de m'apprêter, d'être jolie à 20 ans. Voilà, à 20 ans, on pense pas ressembler à une pute. Et donc tout de suite, j'ai vu qu'effectivement, à ce niveau-là, le relationnel du côté sexuel, ça allait être compliqué. Ah bah oui, quand on a une mère qui considère que du vernis rouge, c'est faire pute, voilà. Ouais, vous aurez. Après, après, ils ont fait 5 enfants, c'est pas le problème, mais je pense qu'ils ont dû faire les 5 enfants sous la pulsion, par contre. Et pas dans le désir. Et dans le noir, sans doute. C'est une histoire dans le noir. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre témoignage et votre bonne humeur. Et puis, ça y est, nous l'avons, notre gagnante. C'est une gagnante aujourd'hui, et c'est Catherine qui est avec nous, et je suis ravie de l'accueillir. Bonjour, Catherine. Bonjour, Brigitte. Bon, vous êtes heureuse, j'espère, d'avoir gagné. Oui, très heureuse. Donc vous étiez bien la 12e à nous avoir appelé. Et alors, qu'est-ce que vous avez gagné? Oui, suspense. Eh bien, vous avez gagné votre carte cadeau d'un montant de 200 €. Vous pourrez vous offrir des bracelets, le vent à la française. C'est la marque de bracelets mixtes d'excellence, 100% français donc, et de matière confectionnée main, garantie à vie, ajustable et personnalisée. Donc bref, c'est des bracelets tendance qui sont disponibles dans plus de 1000 magasins et surtout dans le site leventalafrançaise.com, leventalafrançaise.com. Écoutez, bravo Catherine, félicitations à vous et puis bien sûr. Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Merci à Sud Radio et merci à vous, continuez. Mais je vous en prie, merci beaucoup en tout cas. Vous aussi, vous pouvez continuer à jouer au grand sapin de Noël sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre et vous pouvez rester connecté sur Sud Radio toute la journée. Ça vous permettra peut-être de doubler vos chances en vous connectant également sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. On fait une petite pause, Vincent Hubertan, et on se retrouve dans un instant. On continue. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 300 300. Adulte.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors pour l'instant, on a beaucoup de femmes qui appellent, mais j'invite aussi les hommes à appeler. En tout cas, on en a un avec nous, Vincent Hupertan, urologue et sexologue, qui bien sûr comprend bien la pulsion des hommes et qui pourra également, s'il y a des hommes qui sont un petit peu débordés par leur pulsion et qui ont envie de comprendre comment ils peuvent faire, il pourra les aider. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Vincent. Bonjour Laura. Oui, moi j'ai expliqué que... Alors, il n'y a pas vraiment de pulsion. Je pense que la pulsion, pour moi, c'est que mon avis, c'est quelque chose d'ancestral, je dirais, le côté bestial, le côté de reproduction, l'homme de Cro-Magnon. Enfin, je pense un petit peu à ça me fait penser à ça, en fait. Moi, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais je pense plus à ça, cette façon d'être un peu bestial, quoi. Ces pulsions-là, c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser. C'est un petit peu mon... Alors qu'on peut pas maîtriser, attention, je crois qu'on peut maîtriser. Et je pense, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que par exemple dans la masturbation, on peut avoir des moments comme ça, une envie presque irrépressible d'avoir besoin de se masturber pour avoir une jouissance, un orgasme. Bon, ça c'est nous avec nous-mêmes, donc il n'y a pas de problème. Après, quand c'est le besoin avec quelqu'un d'autre, en effet, on doit y mettre il faut pouvoir, des limites et il faut pouvoir. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que si on dit qu'on peut pas, que c'est irrépressible, ça sous-entendrait qu'à ce moment-là, c'est pas de notre faute si on abuse quelqu'un et si on viole quelqu'un, quoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aujourd'hui avec ces mots-là. Bien sûr, bien sûr. Après, je disais aussi que ça peut être sympa, quelque chose d'improvisé, d'un peu, un peu bestial, un peu... je sais pas, on rentre des courses, on débarrasse la voiture et puis quand on est rentré, bien sûr. Voilà, c'est ce côté-là un peu une pulsion comme ça, un désir qui est monté, je sais pas pour X raison. Ce côté-là peut être très sympathique, mais après effectivement, si ça se reproduit, si c'est régulièrement, ça devient de l'abus et là c'est autre chose effectivement. Mais après, voilà, moi je pensais un petit peu à ce côté-là et je disais que moi je connaissais pas trop et que la baisse de désir pour ma part a été lorsque j'ai eu des problèmes de dos, en fait. D'accord. Mais qu'est-ce que ça... Comment vous l'avez ressenti ? C'est-à-dire, vous aviez peur de vous faire mal au dos ou ça vous faisait mal ou est-ce que c'était juste parce que votre corps, le ressenti étant désagréable, vous l'avez un petit peu mis de côté ? C'est ça, j'avais une baisse de désir parce que, étant donné que j'avais mal et que je ne pouvais pas avoir de relations sexuelles par rapport à même la plus classique était compliquée pour moi, du coup, mon désir s'est tari en fait avec le temps parce qu'il n'y avait pas moyen de faire, d'avoir un rapport sexuel normal sans souffrance, donc du coup, la baisse de désir s'est accentuée quoi avec le temps, jusqu'à, je n'avais pour ainsi dire plus quoi. C'est la même chose chez les hommes. Vous voyez, un homme qui est souffrant, qui a une maladie quelle qu'elle soit, je parle souvent des maladies du cancer, maladie de la prostate, dans laquelle il y a eu juste une pyréléphrite, une infection, une prostatite, une infection grave. Là, le désir, la libido disparaît complètement parce que le fait d'être en souffrance, la maladie, l'inflammation, l'infection fait que sur le plan mental, biologique, le libido n'est pas indispensable parce qu'il y a tellement d'énergie pour régler ce problème, des douleurs, des maux de dos que vous aviez, que finalement la sexualité passe à la trappe. C'est qu'on n'y pense plus, non, mais ça n'existe plus, oui, ça disparaît. Et puis, je crois qu'il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. Alors, ça dépend des douleurs, bien sûr. Quand c'est une douleur vraiment intense, c'est normal qu'on n'ait plus envie. Mais il y a aussi le fait que quand on a le corps qui va pas bien, on est plutôt dans ce qu'on appelle la pulsion de mort. On n'est plus dans la pulsion de vie, et donc forcément, la sexualité, elle passe un peu à la trappe. Et c'est là où il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas laisser non plus le non-désir prendre le pas et parce qu'après, on a du mal à le retrouver justement. C'est ça en fait. Si vous voulez, le moral
j'avais pas le moral en fait. Bien sûr, et c'est là où on c'est là où on ne sait pas trop si c'était en effet la peur d'avoir mal ou le fait que à force d'avoir mal, on finit par déprimer, bien sûr, et la déprime, on sait très bien que c'est pas de l'élan vital. Et c'est pour ça que je dis toujours, quoi qu'il arrive dans un couple, quand il y a quelqu'un l'un des deux qui est malade, il faut garder la tendresse, l'intimité, le lien corporel, même si on fait plus l'amour. D'accord, ouais, ok. C'est important parce que sinon il y a une distance qui s'installe et c'est difficile de se retrouver. Les corps doivent se toucher. C'est que pour que les psychés puissent être en commun, les corps doivent se toucher parce que si on ne se touche plus, je ne parle pas du sexe, mais juste de se toucher dans l'intimité, il n'y a plus de lien. Et donc finalement, chacun chez soi, chacun dans son espace perso et que finalement, on attend quoi? On attend le thanatos. Quand il n'y a plus Eros, c'est le thanatos, c'est la mort qui prend la place. Mais aujourd'hui, ça va? Vous avez récupéré votre corps? Alors aujourd'hui, je ne suis plus avec personne, je suis toute seule du coup. Je pense que ça y a joué, mon problème de psychologie par rapport à mon mal a fait qu'on s'est un peu éloigné et puis après, voilà, ça s'est terminé. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est pas ça. Alors après, je suis avec personne, mais mon problème de dos est un petit peu là. J'ai plus de relations sexuelles depuis un petit moment. Et effectivement, j'appréhende une future relation. Il faudrait retrouver une sexualité auto-érotique au moins. Là, c'est pareil, ça commence à s'estomper un peu avec le temps aussi. Effectivement, j'y pense des fois, je me dis, oh là là, ouais. Mais encore une fois, vous faites bien comme vous voulez. J'ai pas d'ordre à vous donner, Laura. Mais je pense que c'est important au moins de vous occuper de vous caresser, sans forcément systématiquement aller jusqu'à la masturbation, mais d'être corporellement quand même dans quelque chose d'agréable. Il faut se retrouver. Là, ça a disparu aussi. C'est pareil, c'est le même concept qui s'est passé avec mon compagnon. Au tout début de ma séparation, je faisais le nécessaire. Mais là, mon manque et mon désir s'estompent. Et puis, pour dire, oh là là, ça fait longtemps que je me suis pas occupée de moi, ça peut pas faire des mois. Et je me dis, mon Dieu, mais ça s'estompe aussi, ça se tarit, quoi. Mais vous savez, il y a des choses qu'on peut faire, prendre un rendez-vous pour aller se faire masser, par exemple. C'est simple. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà se redonner du plaisir au niveau du corps. Oui. Vous voyez ? D'accord. C'est vraiment important parce que je crois quand même que les mots qu'on a dans le corps, si on les laisse nous envahir, ça finit par envahir la psyché et on sait très bien le lien qu'il y a entre le corps et l'esprit et le corps. Ça va dans les deux sens. Et un corps qui se manifeste toujours par des choses désagréables finit par nous emmener vers des choses désagréables dans l'esprit aussi. Mais pour finir sur une note positive, je vois un kiné qui est tout à fait charmant et qui me masse et que du coup ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Bon, oui. Donc ça montre encore que vous êtes capable de ressentir du bien. Mais allez, essayez d'augmenter le nombre de relations bien avec votre corporel. Corps. Je parle pas avec votre kiné. Si c'est un bon kiné, il n'ira pas plus loin. Mais essayez d'augmenter le nombre de relations positives avec votre corps. C'est vraiment important. Je crois qu'on oublie cet élément où on pense à se faire plaisir, à regarder des films, à se faire plaisir. Et on oublie à quel point il faut aussi se faire plaisir avec son corps. Complètement, ouais. T'es promis? Merci beaucoup. Vous allez le faire? Promis. Bon, très bien. Alors, merci en tout cas, merci beaucoup Laura. On va continuer dans cette deuxième heure, évidemment, à continuer à comprendre ce qu'est le désir, ce qu'est la pulsion avec Vincent Hupertan qui est avec nous. Et puis j'ai une petite devinette, Vincent, à vous proposer. Alors, écoutez bien, c'est un cercle vicieux qui permet d'expulser les indésirables, mais qui laisse entrer les vrais amis. De quoi parle-t-on? Vous avez le temps des infos pour essayer de trouver une réponse. Oh, c'est trouvable, je vous assure. Et puis, on va se retrouver dans un instant. Nous parlons des pulsions sexuelles aujourd'hui avec Vincent Hupertan, sexologue. Rejoignez-nous pour en parler avec nous en appelant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Est-ce que vous êtes plutôt dans la pulsion, dans le désir? Le mieux, c'est d'avoir quand même les deux. Hein, Vincent Oui. Hypertense, c'est bien d'avoir des pulsions, c'est bien d'avoir du désir. Bah oui, ça fait. Il faut qu'il y ait juste une question d'équilibre dans tout ça, ce que je dis. Donc oui, la pulsion, oui, elle est là, mais le désir, ça embellit, c'est plutôt. Et on pourrait dire que la pulsion, avec le temps, l'âge, elle diminue, hein, parce que c'est comme tout. Hein, quand on vieillit, on est moins débordant d'énergie, si je puis dire. Le désir, en revanche, il peut se cultiver, il peut augmenter au fil du temps. Et ça, c'est quand même sympa, le désir, dans ce sens. Il est plus, comment dirais-je, on a plus d'action sur notre désir pour l'améliorer. Le désir, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus émotionnel. Mais par contre, moi qui reçois des hommes de 18 à 98, je peux vous dire que ceux qui viennent à 90 ans, ils ont les mêmes pulsions que ceux qui avaient 18 ans. Quoi. Donc, je ne suis pas toujours... Oui, mais c'est quand même des exceptions, soyons clairs. Des exceptions, est-ce que c'est pas la société qui a failli? Parce que c'est la question, c'est la suivante. Et on sait bien qu'il y a un lien entre la testostérone, donc c'est là-dessus l'évolution. C'est pas le psyché, mais il y a un impact de la testostérone. Et comme il y a une baisse de testostérone, on pourrait dire qu'il y a effectivement moins de pulsions. Mais il suffit juste de rétablir le taux de testostérone par des traitements qu'on donne, et tout de suite on va rétablir le niveau des pulsions comme avant. Oui, bien sûr, mais ceux qui ont 98 ans et qui sont débordants de pulsions, qu'est-ce que ça devait être quand ils avaient 20 ans? Oui, Dites donc, ça devait être 10 fois dans la nuit. Hein. Ouais. Bon, enfin bref, c'est la réponse à ma devinette que je veux maintenant. C'est un cercle vicieux qui permet d'expulser les indésirables, mais qui laisse entrer les vrais amis. C'est quoi? Vous n'avez pas d'idée? Hein? Non, non, comme. Réfléchissez un petit peu. C'est un trou. C'est un cercle, un trou. Et on expulse des choses et parfois on laisse rentrer un très bon ami. C'est quoi? Vous trouvez toujours pas? C'est de l'ordre de la gastro-entéro. Bon, c'est l'anus tout voilà. simplement. Hein. Voilà. Oui. Voilà. Et oui. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Christophe. Je vous écoute depuis une heure parce que le sujet est intéressant, pas évident. Merci Christophe. Je vous écoute souvent et complexe. Alors pour ma part, la frontière est quand même assez fine, mais pour moi le désir est de l'ordre du sentiment et la pulsion de l'ordre du chimique, de l'hormonal, voilà. Et je pense que les femmes autant que les hommes en ont autant. Cependant, il y a une pression sociale, je pense, qui fait que les femmes réfrènent leur pulsion pour ne pas être jugées. Et de par mon expérience, je m'aperçois que quand je suis avec une partenaire, comme celle que j'ai en ce moment depuis 1 an et demi, eh bien, quand elles se sentent en confiance et pas jugées et sans a priori, eh bien, elles se lâchent dans leur pulsion et dans leur désir. Alors, le désir, évidemment, étant lié à l'amour, au sentiment, et effectivement, les deux choses peuvent se recouper. Parce qu'on peut très bien aimer une personne et avoir une pulsion à un moment donné, et si les deux sont consentants, ça peut être très intéressant. La pulsion, ça peut être aussi un jeu. Voilà. Voilà ce que moi je pense. Oui, mais moi j'ai pas, enfin, j'ai rien à ajouter, si ce n'est que quand même, on peut quand même affirmer que la pulsion sexuelle est plus forte chez l'homme en règle générale. Encore une fois, vous avez rencontré une femme qui a beaucoup de pulsions, et tant mieux pour vous. Mais c'est quand même plus masculin que féminin. Bon, voilà. Après. Oui, alors on l'associe, la société l'associe aussi à ça, parce que je pense que les femmes se réfrènent beaucoup pour ne pas être jugées. Ça, c'est mon point de vue. J'aimerais bien que ce soit qu'une question de société, parce que comme ça, on pourrait penser que ça va s'arranger au fil du temps. Mais moi, j'y crois que ça va s'arranger. Moi, je crois. Je pense que c'est quand même c'est plus inné que acquis, même si, bien sûr, parce que si c'était vraiment que acquis, on verrait plus d'évolution, alors qu'on n'en voit pas beaucoup depuis des siècles, vous savez. Oui, c'est sûr. Comme vous avez dit, c'est biochimique, et justement vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a une dimension biochimique, il y a une dimension matérielle, c'est-à-dire les airs au niveau du cerveau qu'on voit en neuroimagerie, et puis il y a la testostérone. On sait bien que la pulsion et testostérone, la pulsion c'est quelque part le kérosène qui va l'alimenter, et que la biologie masculine et féminine sont très différentes en matière de testostérone, donc ce qui peut expliquer que la pulsion d'horosexuelle
testostérone, elle est quand même beaucoup plus présente chez l'homme que chez la femme, même si chez la femme, elle est présente, mais voilà, en termes d'intensité, c'est bien moindre. Moi, il y a une chose, Christophe, qui me fait vraiment penser qu'il faut pas se leurrer en pensant que c'est la société. C'est lorsqu'on constate à quel point le désir féminin ou la pulsion féminine, appelez ça comme vous voulez, est variable suivant le cycle des femmes. Vrai, et à partir du moment où on voit à quel point, alors que chez l'homme, c'est quand même beaucoup plus linéaire. Donc on voit bien chez la femme à quel point il y a des éléments biologiques ou hormonaux, ou appelons ça comme on veut, qui vont jouer un rôle important. Et ça, c'est pas la société, ça c'est vraiment la nature féminine. Et les études montrent. Souvent, les femmes enceintes ont un regain de pulsion, souvent lié certainement au système hormonal. Tout à fait. Par exemple. Voilà. Oui. Et on a des études qui montrent effectivement que l'excitation, l'ovulation, elle est associée à une augmentation du taux de testostérone chez la femme. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, des hormones qui vont provoquer. Donc, il y a un lien qui est automatique, qui va alimenter la pulsion, quoi. Donc, oui, il y a cette variation cyclique qui n'existe pas chez l'homme. Tout à fait, même notamment pendant les règles aussi, ça peut influer. Les femmes, il y a certaines femmes qui peuvent avoir plus de pulsions ou de désir pendant cette phase. Alors après, il faut pas oublier aussi, et ça c'est pas la société. C'est la société. La société quand même présente dans la pression. Oui, mais laissez-moi continuer. Il faut aussi se rendre compte que la femme est beaucoup plus sujette à des douleurs lors de rapports parce que la pénétration a été un peu brutale ou parce que elle est un petit peu de sécheresse à cause de peut-être des problèmes alimentaires ou de santé, ou etc. Et donc, dès qu'on est un petit peu mal, on est forcément un petit peu moins dans la capacité d'être dans la pulsion. Enfin, vous voyez, il y a tous ces éléments-là qui font que c'est compliqué, la sexualité féminine. Je suis tout à fait d'accord, mais il n'y a pas que la pénétration non plus dans une pulsion. Non, je suis d'accord, mais enfin, vous savez, pour arriver à la jouissance clitoridienne, il faut quand même ne pas tomber sur n'importe qui. Bien sûr. Enfin, vous voyez... Non mais tandis que vous, excusez-moi, mais c'est quand même assez simple de vous faire une fellation et que vous ayez une érection. C'est plus simple, c'est moins complexe. Je crois que c'est quand même important de rappeler à quel point la sexualité féminine est beaucoup plus complexe. Elle est beaucoup plus complexe pour obtenir la jouissance et éviter la souffrance. Alors après, là où vous avez raison, il y a un grand problème sociétal et Dieu sait si je travaille là-dessus, c'est toutes ces femmes qui ont subi des abus dans l'enfance, qui ont subi des viols, faut pas s'étonner après qu'en effet elles aient du mal avec leur pulsion ou avec leur désir. Mais là, je suis d'accord, c'est la société. Mais ça évolue malheureusement pas vite. Hein. Non, ça c'est sûr. Malheureusement, oui, comme vous dites. Et chez l'homme aussi d'ailleurs, on voit bien que les traumatismes sexuels chez les garçons se manifestent plus tard soit par une baisse, voire au contraire par une hypersexualité avec le style l'agresseur agressé, vous voyez, donc... C'est vrai, c'est avéré ça aussi, c'est vrai. Mais c'est assez complexe comme sujet de toute façon. Oui, mais je crois que et merci à Vincent d'être là pour ce sujet qui est délicat, parce que je crois que c'est aussi en comprenant bien la différence qu'on peut améliorer son rapport au désir, son rapport à la pulsion. C'est compliqué, on a peu d'action dessus. Hein, et puis souvent la pulsion est associée à la perversion aussi. Quelqu'un qui a une pulsion, on peut aussi le juger. Mais soi-même, on peut. Combien d'hommes, moi, m'ont raconté qu'ils avaient eu une érection à un moment où ils n'avaient pas compris et qu'ils s'en voulaient, et qu'ils avaient presque honte, alors que c'est une pulsion. Il n'y a pas à avoir honte ou à se sentir coupable d'avoir une pulsion pour quelqu'un qui est peut-être la femme de son meilleur ami ou la mère de sa femme. Enfin, c'est une mécanique biologique que l'on subit. Donc la question, c'est justement le fait d'être conscient et le passage à l'acte. C'est là que ça devient l'aspect négatif. C'est à partir du moment où je suis conscient de ça et pourtant je ne fais rien pour empêcher. Tout à fait. Je suis d'accord.
Bon, bah finalement, on est d'accord, Christophe. Oui, bon, on est souvent d'accord d'ailleurs. On capte pas à l'antenne. Voilà, donc, bon, et profitez bien de cette compagne qui a des pulsions sexuelles. Profitez-en bien parce que... Bien sûr, j'en profite. On en profite. J'entends bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Merci. On continue avec Pierre qui, dans un instant, va nous rejoindre. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. Tête grignotée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et Vincent Hupertan est avec nous, urologue, sexologue, auteur de l'Encyclopénis aux éditions Le Duc. La pulsion, le désir, on en parle avec Pierre maintenant qui est avec nous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour à Monsieur Hupertan. Bonjour Pierre, bonjour, oui. Merci. Du coup, moi ce que je pense par rapport au sujet du jour, c'est que en fait, le désir c'est une accumulation de fantasmes ou d'imagination. Et la pulsion, c'est plutôt le résultat du désir, je trouve. Les hommes, on a généralement plus de pulsions car on travaille le désir grâce à la masturbation qui incite à mettre en scène plus de choses afin d'arriver à... Alors c'est intéressant ce que vous dites et je pose la question à Vincent Hupertan. Est-ce que quand un homme se masturbe, il entretient sa pulsion et voire il l'augmente? Qu'est-ce que vous diriez? Par exemple, un homme qui se masturbe 2 fois par jour, est-ce que du coup il augmente sa pulsion comme l'appétit qui viendrait en mangeant ou ça n'a rien à voir? Oui, il peut y avoir. On a cet effet-là observé pas chez tout le monde, mais justement on voit notamment dans les cas d'addiction. Où le cercle, il y a un cercle vicieux, c'est que plus on va avoir des pulsions, on va se masturber, plus il y a de la masturbation, il y aura la pulsion, donc il y a une espèce de cercle qui est vicieux, qui s'entretient, qui amène à être complètement désocialisé. Donc il y a ces dimensions-là. Donc ça va dans le sens de ce que vous pensez, Pierre? Oui, c'est ce que je pense, oui. Et ce que j'ai découvert aussi de par moi-même, on va dire. Après, il y a la dimension de désir aussi. Le désir, il y a un objet, il y a la femme, il y a le partenaire, il y a quelqu'un d'autre donc il y a ces dimensions, ces dimensions émotionnelles, comportementales qui va au-delà de la simple pulsion. Vous voyez, donc donc il y a une dimension. Mais ce que disait Pierre sur l'imaginaire et les fantasmes qui entretiennent le désir, il a raison aussi. Oui, il a raison, bien sûr, tout à fait. Donc, mais à force de garder que le monde imaginaire des fantasmes, à force, c'est pas sûr que on tourne rond, quoi. On n'arrive pas à évoluer, à s'enrichir, quoi, avec ces dimensions de partage. Oui, mais dans la façon dont j'en parle, c'est plutôt rajouter une chose tous les mois, par exemple, avec sa partenaire pour aller toujours plus loin et pouvoir toujours satisfaire ses besoins. Oui, là c'est pour éviter l'habitude dans la sexualité qui de toute façon, comme dans tout, l'habitude finalement finit par tuer le désir. C'est la routine qui tue le désir. Et ensuite, je trouve que les femmes sont plus connectées à leur corps et leur propre plaisir intérieur. Et nous, les hommes, on a besoin d'une scène à proposer, d'imaginer quelque chose d'un peu plus fou que ce qu'on vit tous les jours. Donc pour ma part de ma femme en tout cas parce que la dernière fois j'avais déjà appelé par rapport à mon souci de libido suite donc à une dispute. Ma femme elle a élevé sa libido énormément en fait et moi j'ai trouvé plus le temps de me masturber en fait et du coup mon désir il a chuté petit à petit parce que je travaillais plus mon imaginaire donc j'ai remarqué ça. Mais c'est vrai que... Parce qu'elle vous sautait tellement dessus que vous n'aviez plus envie de vous masturber, c'est ça? Oui, c'était flattant au début, et puis c'était très excitant, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça me satisfaisait tellement que je ne pouvais même plus imaginer d'autres filles m'exciter puisqu'elles faisaient tout ce que je souhaitais. et du coup, je suis un peu dans une impasse par rapport à ça. Et vous croyez qu'on va vous plaindre? Non, mais Pierre, je plaisante évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup,
vous subissez la pulsion sexuelle de votre femme, et au fond, vous avez un peu l'impression, et c'est ce que pourraient dire beaucoup de femmes, d'être son objet sexuel et de ne plus être un sujet qui peut laisser de la place à soi-même. À son monde, à soi. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voyez, donc j'entends bien ce que vous dites, je plaisantais un petit peu, mais j'entends bien ce que vous dites. Et c'est vrai que là, on parle plutôt de ce cas à l'inverse, hein, c'est-à-dire c'est plutôt les femmes qui vont subir ce que vous subissez, mais en tant qu'homme, oui, vous avez le droit, vous avez le droit aussi à un moment donné de lui dire je suis pas à ta disposition chaque fois que tu as envie de manger un carré de chocolat. Hein. Ouais, non, mais c'est même pas ça en fait, parce que du coup, comme j'ai toujours demandé ça, c'est moi plutôt qui vais vers elle et elle qui refuse pas puisqu'elle en a envie. Bon, mais c'est vrai que c'est un cercle vicieux finalement, je trouve, dans lequel je suis, donc c'est plutôt agréable, mais bon, avec les soucis donc que ça m'a engendré psychologiquement, bon, ça l'est plus trop devenu. Mais peut-être qu'il y a derrière ça, il y a une peur ou une inquiétude qu'il faudrait peut-être plus formuler, que pour l'instant vous n'avez pas encore totalement repéré. Ça parle certainement de quelque chose qui vous dérange, parce qu'a priori il n'y a pas de raison que ça vous voyez. Oui. Et je pense que ça vaut le coup de vous poser un petit peu la question. Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que vous craignez que du coup elle ait envie d'aller voir ailleurs si vous n'êtes pas toujours sur le là? Est-ce que ça vous renvoie à quelque chose qui parle de vous, de votre enfance ou de votre couple parental? Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre là, Pierre. Parce qu'a priori, ça devrait vous mettre en joie. Oui, c'était le cas d'ailleurs, hein, mais bon, à partir du moment où j'ai eu une soirée un petit peu arrosée qui déclenche mon anxiété, c'est allé taper là-dessus et m'a supprimé un petit peu ce bonheur, quoi, on va dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu une panne d'érection parce que vous aviez picolé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était donc à la suite d'une soirée arrosée, bon, une dispute, et puis ensuite j'ai remis en question un peu le couple, et j'ai eu un souci émotionnel, quoi. Vous êtes disputé, pourquoi? Je veux pas connaître exactement. Parce que dans une soirée un petit peu vraiment festive, j'ai fumé une cigarette parce que par rapport à l'ambiance, la fumée, la musique techno qu'on écoute et tout, c'était rigolo. Et puis elle, c'est une image qu'elle n'aimait pas de moi, parce que ça l'a renvoyé quand on était ensemble au tout début, que j'étais pas toujours honnête avec elle, je lui disais pas tout ce que je faisais dans les soirées. D'accord. Donc là, voilà. Ce qu'on peut déjà comprendre, vite fait, bien fait, vous ferez, ça fera son chemin pour vous tout seul, hein, Pierre. Ce qu'on peut comprendre, c'est que là, vous vous êtes senti rejeté. Oui. Et ça vous a blessé. Et du coup, je me suis senti trahi un petit peu sur le coup, parce qu'elle m'a fait mal volontairement à me jouer un petit tour là, le lendemain de la dispute, et j'ai trouvé ça vicieux, quoi, donc ça m'a blessé, quoi. Et du coup, vous dites peut-être de manière un peu inconsciente, puisque c'est comme ça, moi je vais pas continuer à tout le temps te faire plaisir, vu comment tu es capable de me blesser. Vous voyez, il y a peut-être une vengeance plus ou moins, et ça c'est toujours négatif, parce que ça va. Donc je crois qu'il serait important que vous puissiez lui dire que vous avez été très blessé et qu'elle puisse s'excuser. D'accord. Et que vous puissiez avoir une réparation de ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous en avez parlé de ça? Pas tellement, non. On en a parlé à chaud, mais... Mais justement, pas à chaud. Est-ce que vous avez pris le temps, laissé un peu de recul, que tout s'apaise, que vous trouviez les mots justes pour que chacun exprime de son côté pour trouver à nouveau un équilibre? Parce que là, clairement, votre couple il n'est plus à l'équilibre. Oui. Oui, vous avez besoin qu'elle vous demande pardon, tout simplement, parce que vous avez été très blessé. C'est important, hein, Pierre. Quand on est très blessé dans un couple. C'est ridicule que tout parte en vrille pour une cigarette, alors que je suis pas fumeur et je ne suis même pas tenté. C'était vraiment pour s'amuser, et j'ai été déçu que tout ce bonheur s'en aille sur une petite chose. Oui, mais ça veut dire qu'elle est en train de prendre le pouvoir sur vous, Pierre. D'une manière inconsciente, elle est en train de prendre le pouvoir sur vous sexuellement, et aussi sur votre manière de vous conduire, etc., etc. Donc il faut que vous retrouviez votre place, que vous vous respectiez et qu'elle vous respecte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cas pourtant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non, je pense que d'une manière tout à fait, pour l'instant inconsciente, elle prend un peu le pouvoir sur vous. D'accord.
Et c'est important que vous fassiez attention. Et pour ça, il faut que vous vous respectiez pour qu'elle puisse vous respecter. Oui, le fait que, comment dire, mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je me suis pas laissé monter dessus pour autant. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que elle est en train de prendre le pouvoir. Et alors c'est sympa quand on a une femme qui est tout le temps en train de nous sauter dessus, mais attention que ça ne prenne pas d'autres places dans le quotidien du couple. Voilà, mais ça va faire son chemin. Je crois que vous avez compris ce qu'on vous dit. Et en même temps, vous voyez, pour vous, il y a la cigarette, c'est pas grand chose, c'est rien. Il faut savoir qu'est-ce que ça représente pour elle, parce que vous voyez, elle a vu autre chose que juste un petit geste, vous voyez. Donc, d'où l'importance à en parler clairement. Il faut libérer, il faut évoquer, parce que si vous êtes bien ensemble, il faut juste trouver moyen de retrouver cette paix que vous avez vue avant, quoi, oui. C'est un conflit qui n'a pas été... Oui, exactement. Il est là, il est là. Exactement. Et qui donc peut faire des dégâts. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas. Merci à vous. On se retrouve pour le sexo conseil, vouloir faire jouir l'autre. À tout de suite. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question, le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, c'est un sexo conseil qui va vous plaire, je crois, Vincent Hupertan. Vouloir faire jouir l'autre. Alors, dans ce titre, il y a bien vouloir. Et c'est vrai que j'entends souvent des hommes, des femmes qui me disent, je veux... Alors, c'est plutôt des hommes, d'ailleurs. Je veux la faire jouir. Mais est-ce qu'on se rend compte de la violence de cette volonté de faire jouir l'autre ? De même, forcer l'autre à nous faire jouir, ça serait peut-être aussi gênant. Et pourtant, ça, on l'entend quand même moins. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre que la relation sexuelle harmonieuse, c'est de laisser à chacun la possibilité de prendre le plaisir qu'il a envie de prendre ou qu'il peut prendre d'ailleurs. Le rapport sexuel, c'est un échange, on prend, on donne. Tant mieux si on prend son plaisir, tant mieux si on donne du plaisir à l'autre, mais toute volonté indique un besoin de pouvoir qui ne peut pas se concilier dans un rapport sexuel harmonieux. Tout à fait, donc c'est l'aider, l'accompagner sans rien imposer. Voilà. Alors bien sûr, on comprend qu'on puisse être déçu, que l'autre n'ait pas joui, que son partenaire ou sa partenaire n'ait pas joui, mais on n'y est pour rien. C'est pas de notre faute. On peut chercher à faire mieux la prochaine fois, et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un orgasme. Mais encore une fois, personne n'a le pouvoir de faire jouir l'autre. C'est un sexo-conseil qui me semble essentiel, parce que penser qu'on a le pouvoir de faire jouir l'autre, c'est être dans le faux de ce qu'est la sexualité. C'est nous, en tant qu'individus, qui avons le pouvoir de jouir. Je jouis. C'est tout à fait ça. Donc c'est. Ouais. Et puis, vouloir, c'est pas ce que l'autre n'a pas joui, c'est que moi, je ne l'ai pas aidé à jouir. Donc, c'est quelque part, on se projette sur soi-même la réussite ou l'échec de rapport sexuel. Alors que finalement, c'est à lui de chercher le plaisir. Voilà, je peux l'aider, mais c'est à lui de le chercher s'il a envie ou pas, s'il peut ou pas. Et à l'inverse, on peut dire aussi que quand on n'arrive pas à l'orgasme avec le partenaire ou la partenaire, c'est aussi à soi de se poser la question et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir plus facilement y arriver, ou peut-être un jour y arriver. Croire que c'est l'autre qui va nous faire jouir, c'est aussi une erreur, évidemment. Jeter de la force sur l'autre, c'est une grosse erreur. Ça va dans les deux sens. Patrick, bonjour. Brigitte et bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Donc vous êtes marié depuis quelques années déjà, oui, c'est ça ? Depuis 7 ans. Et moi je considère, j'étais marié aussi précédemment pendant une longue durée, et moi je considère pas qu'un homme forcément c'est un peu plus de pulsion qu'une femme. Je pense que, en tout cas de mon expérience, moi je le vis pas du tout comme ça, et de ma connaissance de mes amis hommes, je pense que peut-être la différence qu'il y aurait entre les hommes et les femmes, c'est que potentiellement on exprime plus facilement nos pulsions, quelles qu'elles soient en fait, même les pulsions de violence ou de colère.
Et que jusqu'à présent, on avait dans la société, à mon avis, plus de tolérance sur l'expression des pulsions masculines et un peu moins sur les pulsions féminines, ce qui fait que, par exemple, si on avait un dirigeant un peu colérique, on disait ouais, c'est un grand patron, il sait ce qu'il veut, etc. Et si c'était une femme, c'était juste une mal baisée qui faisait un peu chier tout le monde, une mégère. Donc vous êtes d'accord un peu avec ce que disait Christophe au début de son témoignage? Voilà. Mais je pense qu'on n'a pas, en fonction de cette plus de pulsion ou moins de pulsion, je pense qu'on a un accès plus rapide à l'expression de cette pulsion, de mettre une baffe ou de vouloir mettre une main au panier. Par contre, après, comment on gère en fait, et c'est tout, comment on gère le fait, c'est pas bien de passer une colère sur quelqu'un et c'est pas bien de mettre une main au panier non désirée et non souhaitée par une femme. Donc je pense que c'est surtout ça la différence. Et puis moi j'ai des grands classiques que j'aime beaucoup comme les livres de Stefan Zweig comme 24 heures de la vie d'une femme où déjà on exprime que le fait qu'une femme peut être prise de passion physique et impérieuse avec un être qu'elle rencontre une fois et qu'elle part avec et c'est pas que les hommes qui peuvent avoir ce type de comportement. Par contre pendant très longtemps je dirais celle qui exprimait ça elle était très mal vue. Vous savez Patrick, j'aimerais bien, moi je serais ravie qu'on soit tous les deux pareils, pulsion et désir, hommes et femmes, mais jusqu'à nouvel ordre c'est toujours les hommes qui vont aller voir une pute parce qu'ils ont une pulsion sexuelle et pour l'instant les femmes ne vont toujours pas voir des gigolos ou alors c'est vraiment pour avoir un compagnon à une soirée pour pas y aller seul. Donc alors moi, je veux bien entendre que c'est pas inné, c'est acquis à cause de la société. Je veux bien encore l'entendre, mais pour l'instant, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais, mais ça a pas mal changé, ça, au fil du temps. Vous lisez les livres du 19e siècle, je dirais la norme, c'est d'aller il y avait déjà le vendredi soir. Oui, aujourd'hui, les hommes vont moins au bordel, ils se masturbent plus, c'est tout. Oui. Autant. Vincent Hupertan, vous avez des hommes qui se masturbent 3 fois par jour. Et je connais pas beaucoup de femmes qui se masturbent 3 fois par jour, Patrick. Moi, je veux bien que ce soit acquis et que ça va changer dans 1 an ou 2. Hein. Mais pour l'instant, c'est vraiment le temps long en fait. C'est ça le truc. C'est la tendance, on va dire, sur plusieurs décennies, voire siècles, avec des constantes potentiellement. Après, il y a en effet des choses physiques. Je pense que en tant qu'homme, non, parce que si vous voulez, Patrick, là où vous avez raison, c'est que il y a un siècle, une femme qui avait des pulsions qu'elles assumaient et qu'elles vivaient avec beaucoup de liberté, c'était mal vu. C'est un peu moins mal vu aujourd'hui, c'est vrai. Et aujourd'hui, heureusement, et là c'est grâce à MeToo, on dit aux hommes que c'est pas parce qu'ils ont une pulsion qu'ils ont le droit de l'assouvir et de passer à l'acte. Vous voyez, donc c'est bien, la société évolue et essaye de réguler les rapports hommes-femmes. Donc je suis d'accord, mais sur le plan biologique, je suis désolée, et heureusement, enfin, l'OMS a reconnu la biologie différente de l'homme et de la femme. Donc non, il faut pas se raconter d'histoire. Moi, je veux pas me raconter d'histoire et je veux pas vous en raconter, même si c'est pas politiquement correct de dire ça. Alors, moi, je suis pas dans le corps d'une femme, donc j'aurais du mal à dire comment j'aurais été en tant que femme. Et sans doute, d'ailleurs, ne serait-ce que par les hormones, on n'a pas tout à fait le même taux d'hormones les uns et les autres, et on voit que ça peut jouer quand même sur l'humeur et la façon d'être. Donc ça, mais la meilleure preuve, c'est les trans, hein. Les trans, quand on les bombarde d'hormones mâles ou femelles, hein, testostérone ou oestrogène, ils ressentent, ou elles ressentent, hein, je dis ils parce que c'est encore le masculin qui l'emporte pour l'instant, c'est pas bien, mais c'est comme ça, ils voient dans leur corps des ressentis très forts et différents. Ah, j'imagine bien que oui, c'est pour ça que j'évoquais cette notion d'hormones qui joue certainement. Mais moi, ce qui me gêne aussi dans cette côté pulsion, que l'homme aurait des pulsions, c'est une sorte d'autorisation à tout, de justification. Mais non.
non, Patrick, je crois, et encore une fois, pourquoi je tiens vraiment à ce qu'on comprenne que les hommes ont plus de pulsions, c'est pour justement que aussi bien les hommes que les femmes, on puisse faire de manière à ce que ces pulsions soient canalisées et qu'elles ne soient pas des justificatifs. Et c'est important. Moi, je trouve que tous les parents devraient expliquer à leurs petits garçons que c'est pas parce qu'ils ont une envie forte qu'ils ont le droit d'abuser d'une femme. Et je pense qu'il faut que toutes les femmes sachent que on monte pas dans une chambre d'un homme si on n'a pas envie de faire l'amour avec lui parce qu'on risque de se retrouver dans une situation embarrassante. C'est pour ça, moi, que j'insiste là-dessus, Patrick. C'est pour aider les jeunes garçons et les jeunes filles qui nous écoutent parce qu'ils sont perdus aujourd'hui. Vous comprenez? Et c'est pas pour justifier quoi que ce soit, évidemment que non. Non, on est d'accord. Mais souvenez-vous, quand vous aviez 15-16 ans, ça, vous bandiez combien de fois par jour, Patrick? Ah, c'était la belle époque, ça. Oui, voilà. Oui. Donc voilà, c'est tout le risque. Il ne faut pas faire l'équivalent pulsion et passage à l'acte. Pulsion, c'est de l'ordre ressenti du mental, de ce que vous voulez. Passage à l'acte, c'est aller vraiment de le concret, de le comportement avec l'autre, avec tout ce que ça implique. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas une excuse. C'est pas parce que vous avez des pulsions que vous êtes excusable. Exact. Voilà. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est vraiment important. Mais merci de m'obliger à bien dire les choses clairement, parce que c'est vrai que je voudrais pas être mal comprise quand je parle de la pulsion masculine, parce que le passage à l'acte n'est pas excusable, mais il sera d'autant moins fréquent si on on arrête ce tabou de dire que les femmes et les hommes ont les mêmes pulsions. C'est faux. C'est le danger qu'il y a de faire ce copier-coller, et qu'on a besoin que les jeunes soient éduqués, formés, même dans l'intimité, plus jeune âge, à cette notion de conscientiser, de prendre conscience des pulsions, de ne pas faire du mal. On parle au passage à l'acte non consenti. Parce que, Patrick, si on avait les mêmes pulsions, pourquoi il faudrait plus de temps pour la femme d'être excitée que pour l'homme? Alors là, j'ai pas la réponse toute faite. Peut-être que c'est physiologique. Nous, en effet, vous êtes d'accord que, en général, vous allez plus vite être excité que nous. En général, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui jouissent au bout d'une minute, mais en principe, nous, on est, comme on dit, on est un four, vous êtes un micro-ondes. Hein. Ouais, l'avantage, c'est que alors moi, j'ai connu que des gens qui étaient à la même température que moi. Vous avez bien de la chance. Oui, mais attention, c'est pas votre vérité, votre expérience qui fait la vérité, vous comprenez? Bien sûr. Vous voyez? Mais je pense aussi qu'il est important que les pulsions exprimées par les femmes soient bien reçues aussi par les neveux en général. Bien sûr, il y a encore du chemin à faire. Alors ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'en sais quelque chose. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on serait gagnants, parce que je pense que quelquefois, quand des femmes ont exprimé une certaine pulsion, sur le moment... on peut être très content en tant qu'homme de dire que c'est génial, et après dans le jugement, dans le regard, on se dit finalement c'est pas une fille très bien, quoi, quelque part, où il y a une sorte de ressentiment et qu'on le fait payer, et ça c'est pas bien. Donc c'est pour ça que j'aime cette période actuelle, parce que je la vois comme ça, et certainement que je suis trop optimiste et que je vois toujours trop le côté bien, mais je trouve formidable que j'ai le sentiment que aujourd'hui dans l'intimité, justement on n'est plus au 19e dans Boucle de Suif, où quelque part à la maison on élève les enfants, on ramène la paye, on a une vie bourgeoise où on va au théâtre ou à l'opéra, et finalement on s'amuse le vendredi soir avec les poules au bordel. Et j'espère que on est fait pour se rencontrer finalement, et rencontrer tant à faire dans le même endroit si c'est possible. Oui, soyons optimistes, mais œuvrons pour que cet optimisme, à un moment donné, soit là, quoi. Parce que pour l'instant, excusez-moi, mais les jeunes, ils sont pas trop dans ce courant-là, hein, Patrick. C'est même un petit peu inquiétant. Hein. Et comme tout jeune, ils sont dans la merde, parce que quand on apprend la vie au début, c'est pas facile, on n'a pas le temps plein. Mais par contre, je vous rejoins, ce qui est compliqué aujourd'hui, autant je pense, alors que ça existe encore, hein, il y a encore des familles ou des situations dans lesquelles les filles doivent être très masquées par rapport à ce qu'elles sont ou à ce qu'elles sont en tant que femmes. Mais maintenant, il y a aussi ce côté potentiellement où on dit justement une expression d'un désir par un monsieur quelque part est douteuse, voire même contraire à l'ordre d'une nouvelle
morale finalement. Ça c'est gênant. Donc d'être plutôt sur quelque chose qui accepte le plaisir et le désir et la pulsion du moment qu'elle est maîtrisée, de qu'elle vienne finalement. Ben oui, Patrick, c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier billet d'humeur. Je dis que MeToo était devenu une religion qui diabolise le sexe. Et c'est un peu embêtant. Une religion dans les cases, quelle que soit la case, elle est restrictive. Et finalement, ça rassure aussi. Finalement, de mettre des cases, mais bien sûr, de voir le monde qui rassure certains, qui ont l'esprit petit et qui laissent pas la place à la liberté finalement. Et c'est là où c'est étonnant, c'est que une partie des personnes qui sont du côté d'un MeToo un peu, on va dire, agressif, étaient parties d'une posture plutôt libératrice pour la femme. Mais quand on enferme des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, dans des stéréotypes ou des postures, que l'homme soit agressif, c'est une discussion que j'ai avec mon grand-fils qui a 26 ans, qui lui est un peu là-dedans, et il me dit ouais, les hommes tuent, ben, je lui dis non, il y a des hommes qui tuent, mais les hommes ne tuent pas. Enfin, c'est l'exemple. Ben oui, je vous entends très bien, Patrick. Merci de cet échange, en tout cas, on a avancé. Merci à vous. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous parlons de la pulsion sexuelle et du désir aujourd'hui avec Vincent Hupertan, urologue et sexologue. Et j'ai oublié de rappeler que vous avez votre podcast Prostate Minute, dans lequel vous écrivez beaucoup de choses sur la sexualité. On peut vous y retrouver sur Spotify, dans toutes les plateformes. Donc, Prostate Minute, c'est l'éducation à la santé masculine, la prostate, mais aussi la testostérone, la pulsion, les troubles d'érection, tout ce qui concerne la santé des hommes. Et bien sûr, on parle également de la santé sexuelle féminine. Bien sûr. Et si de toute façon, quand il y a quelque chose qui va pas, il vaut mieux tout de suite aller voir ce qui va pas plutôt que de laisser les choses s'installer, évidemment. C'est important dans la sexualité. Souvent, ça s'arrange pas tout seul. Ouais. Léa est avec nous pour conclure. Bonjour Léa. Oui, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, moi je dirais, je ne sais pas si je peux commencer comme ça. Mais allez-y. Pour moi, je différencie la pulsion du désir et dans mon expérience, dans mon évolution, je dirais avec le recul et un peu de distance et de hauteur, que la pulsion est vraiment d'un ordre presque immédiat et presque animal, alors que le désir est personnel, c'est-à-dire que c'est propre à soi-même, quelque chose qui nous habite, qui nous anime soudainement. Alors que le désir, c'est peut-être, alors si on parle du désir sexuel, ça amène forcément à aller vers l'autre. Et donc il y a l'autre, il y a ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et du coup, répondre à notre pulsion personnelle sans aller interroger et apprivoiser la nôtre et aller à la rencontre de l'autre personne, ça ne fait pas bon ménage. Et c'est là où se différencie le désir de la pulsion. Ça, c'est la première chose. Et je rajouterais qu'il y a une espèce de connexion, de complicité et de partage dans le désir, qu'il n'y a pas forcément dans la pulsion, qui peut être propre et personnelle. Et pour moi, c'est quelque chose qui a à s'apprivoiser, qu'on puisse rencontrer à tout âge, parce qu'on parle de la pulsion sexuelle, mais j'ai un petit garçon et je me rends compte que en fait les enfants sont amenés dès tout petits à avoir des pulsions de plein de choses et ils disent je veux ci, je veux ci, je veux ça, et c'est pas forcément du vrai désir mais quelque chose d'immédiat, et que lorsque on l'apprivoise et qu'on en fait devenir un désir et qu'on y met son cœur, et pas que le mental mais tout son être, eh bien il y a quelque chose qui se construit, qui dure et qui peut nourrir, alors que la pulsion elle peut être immédiate et dévastatrice pour soi ou pour l'autre. Alors c'est très très beau ce que vous dites sur les enfants, justement, parce que c'est vrai que l'enfant est pulsionnel. Oui. Il est avant tout, avant d'être désirant, il est pulsionnel. Et en effet, la manière dont les parents vont canaliser le côté pulsionnel de l'enfant, vous allez en faire un homme apte à gérer ses pulsions. Oui. C'est la notion d'immédiateté aussi, c'est important. C'est ça, et il y a effectivement un phénomène hormonal, et on voit même chez certaines femmes qui ont plus de testostérone ou à certaines périodes de la vie, on peut avoir des pulsions ou quelque chose qu'on apparente au désir, on dit allez on y va, et puis en fait, déjà il n'y a peut-être pas le même langage, pas les mêmes sensations, pas les mêmes sens, pas les mêmes connexions, et je pense qu'effectivement c'est là où les rencontres,
l'éducation, l'information peut passer pour aller nourrir différents sens, différentes façons d'aborder, parce que certains sont peut-être plus sensibles à une façon d'être et d'autres vont être plus dans le désir charnel. Et je pense que voilà, de connaître, c'est comme quand on est kinesthésique, auditif et autres, on emploie un sens plus qu'un autre, mais parce qu'on ne les connaît pas, et que quand on apprend et qu'on s'informe et qu'on va expérimenter de façon cadrée, ça permet d'ouvrir. Et là, il y a un épanouissement qui est à mon sens, qui est meilleur, et puis voilà, qui sort du mental, parce que la pulsion, elle est quand même de l'ordre assez mental, et on a un cœur, on a un corps. La pulsion, voilà. elle est plutôt physique que mentale. Hein. Oui, physique. Alors, quand je dis mental, c'est que du coup, elle reste dans le physique, et dans le domaine sexuel, c'est sexuel, mais voilà, on va dire, bah oui, je veux ça, et c'est dans notre tête, on dit, ok, je veux ça, et tu vas me donner ça, alors que... voilà, je pense que quand on y met du cœur, une émotion, et on s'interroge, probablement qu'on peut arriver pour tous à apprivoiser cette pulsion et puis la rendre créative à tout niveau, comme quelqu'un qui est enragé, voyez, qui est en colère. Voilà. Je vais prendre... Alors, votre témoignage est très fort, et merci, et j'aime bien qu'on conclue sur un témoignage comme ça, comme le vôtre. Je vais donner 2 exemples très très différents. D'abord, dans l'addiction, on voit que le désir est totalement éteint par la pulsion. Et c'est une pulsion qui est malheureusement mortifère, et on voit bien que ce soit la pulsion sexuelle, la pulsion à terminer la tablette de chocolat, etc. On n'est plus dans le désir de manger du chocolat, on est dans la pulsion de se remplir de ce chocolat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut-être parle à des gens qui n'ont pas encore très bien compris qu'il y a quelque chose de l'ordre du passage à l'acte dans la pulsion, la consommation, et qui finalement n'est plus du désir. Hein. En revanche, si on se met justement sur la nourriture, on peut avoir une pulsion de faim, hein, on a faim, et donc à la limite on peut manger n'importe quoi pour satisfaire cette pulsion de besoin de manger. Ou alors, on peut être devant une boulangerie ou une pâtisserie, et puis on voit le gâteau qu'on adore, et puis là, on a le désir de satisfaire cette pulsion, et c'est là où on voit que la pulsion et le désir peuvent se mélanger. Est-ce que je suis assez clair, Vincent Hupertan? Oui, tout à fait. Quelque part aussi, entre être gourmet et gourmand. Oui. Ça vous parle, Léa, ça? Alors, moi, ça me parle parce que justement, je voulais... faire un parallèle, parce qu'on parle de pulsion sexuelle, mais il y a la pulsion alimentaire, la compulsion, la consommation. Dans les époques de Noël, on voit des fois, on peut être habité par dire « Oh, j'ai envie de tout !» Et en fait, on peut avoir tous les achats du monde, tout, et il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas une nourriture profonde. Et là, c'est là où même dans les années, quand on a faim, quand on a manqué quelque chose, on y va instinctivement. Et finalement, c'est immédiat, mais c'est pas durable. Et je pense que vous avez bien résumé sur le fait que on va regarder le chocolat, on va regarder un jouet, on va regarder un aliment, un habit, un homme, une femme, et on va y découvrir quelque chose. Et puis il y a une pièce, il y a quelque chose qui va se construire et qui va rendre, c'est pas du romantisme, mais ça va mettre de la beauté, de la connexion, et ça va enrichir. Mais voilà. Léa, il faut juste comprendre que le désir, quand on le laisse un petit peu et qu'on le laisse grimper un peu, il apportera toujours beaucoup plus de satisfaction. Alors que la pulsion immédiate, ou le désir immédiat qu'on satisfait, il rend pas heureux. Et c'est toute la différence. Et c'est en ça que la société de consommation nous maltraite, J'ose dire nous maltraite, parce qu'elle nous donne l'illusion qu'on peut être heureux, alors qu'en fait, à force de satisfaire tous ces désirs, on sait plus ce qu'on aime. Voilà. Il crée l'illusion du bonheur en vouloir quelque chose. Et moi, je le dis à mes enfants, par exemple, je sais pas, on va leur acheter un cadeau immédiat, ou on va leur donner des pièces, des sous. Ils veulent s'acheter immédiatement. Et je dis attends. Et en fait, déjà dans l'attente, ils désirent quelque chose, ça passe. Et ils vont essayer vraiment de rencontrer ce qui leur fait du bien. Et puis les pulsions, elles passent. Et finalement, l'achat compulsif, il passe. Et je leur dis, vous êtes plus nourris finalement que ce soi-disant, cette vente de bonheur immédiat
qui finalement les satisfait jamais parce qu'on n'est pas rempli de quelque chose de soi-même. Je sais pas. Je pense que voilà, apprivoiser le temps. Vous avez raison et je n'ai rien à ajouter. Restons sur cette magnifique conclusion. Merci beaucoup Léa. Merci Vincent Hupertan pour cette émission qui a été pleine d'échanges et je crois que ça a fait avancer tout le monde sur ses pulsions et ses désirs. Merci beaucoup. Demain, on sera avec Christophe Médici et on va vous aider à avoir plus de talent que vous ne l'imaginez. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.